Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. En ce mois de l'histoire des Noirs, nous avons un invité. Alors là, il se passe de présentation dans la francophonie et plus précisément au Québec. Si vous ne le connaissiez pas, ça veut peut-être dire que vous êtes d'une certaine génération. Parce que pour certains, il vous a bercé, mais durant toute votre adolescence et votre début d'âge de jeune adulte, oui, sur Musique Plus, on l'a suivi dès ses tout débuts, mais il a grandement parcouru du chemin à travers les années. Aujourd'hui, messieurs, dames, il se retrouve comme journaliste à Radio-Canada et il participe à une panoplie d'émissions au sein de la maison mère Radio-Can. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons un enfant chéri du Québec, l'un des fiers représentants de la communauté noire dans les grands médias du Québec. Messieurs, dames, je dis bien Nabi Alexandre Chartier. Salut. Très heureux d'être dans le Coconut Podcast. Merci pour l'invitation. Ben écoute, tout le plaisir est le nôtre que de t'avoir, Nabi. On t'a vu énormément à la télévision durant, tu sais, on a grandi un peu ensemble. Et aujourd'hui, de t'avoir à Coconut Podcast, écoute, merci d'avoir pris ce temps, sachant que tu es hyper occupé avec ton travail. La question que je pose et que je demande à tous mes invités, en ces temps de pandémie, crise sanitaire, couvre-feu, toi, tu peux avoir des dérogations quand même, peut-être. Comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel, mais surtout professionnel? Ben, commençons par le plan capillaire. Déjà, j'ai commencé à revoir l'afro que j'avais à Musique Plus, qui recommence depuis la on voit ça. Nice. Comme ça, c'est la première grande différence. Les coiffeurs sont pas ouverts? Les coiffeurs sont pas ouverts, puis je pense que si je le faisais moi-même, ce serait pire que de ne pas aller chez le coiffeur. Donc, OK. On va laisser pousser l'afro comme à l'époque de Musique Plus. Mais c'est sûr que ça a été de l'adaptation au début. Je pense que comme tout le monde, on a été surpris par la pandémie quand ça nous a frappé l'an dernier. Il fallait reprendre nos repères. Nous aussi, au Centre d'information à Radio-Canada, se réorganiser. Donc là, ça a été une phase où on était beaucoup en Vous aviez le bâton de hockey, comme dit ton collègue Jean-René Dufort. Exact, mais même le bâton de hockey, ça a pris quelques semaines parce qu'au début, c'était les entrevues Zoom. On avait arrêté les entrevues terrain. Tout le monde avait été renvoyé à la maison, sauf le personnel essentiel pour faire les directs. Rapidement, après 2 semaines, justement, on a développé des petites techniques comme avec le bâton de hockey, faire les entrevues à l'extérieur. Changer aussi notre couverture de l'actualité parce qu'évidemment, l'actualité culturelle, ça a changé l'angle. On ne peut plus inviter les gens à aller voir des spectacles. C'est constaté aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui souffrent, qu'il y a des questions qui se posent sur la réouverture des salles, la réouverture des musées. Donc, ça a été d'essayer d'être le porte-voix, la courroie de transmission aussi pour faire en sorte que les réalités des artistes soient entendues, que le gouvernement en prenne conscience. Donc, on essaie de garder la pression, de rappeler l'importance aussi de la culture, puis l'envie, je pense, qu'ont les créateurs d'aller à la rencontre des gens, que ce soit de pouvoir retrouver le spectacle vivant, ce qu'on espère, sinon de mettre de l'avant des initiatives comme des spectacles numériques, d'essayer d'inciter le gouvernement à dire, si on peut réouvrir les écoles, si on peut réouvrir les épiceries. Donc, on devrait pouvoir ouvrir les salles de spectacle. Ça serait le fun. En tout cas, les salles de musée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient que c'est des endroits aérés, qu'il y a beaucoup d'espace, dans lequel c'est possible de garder la distanciation. Donc, c'est un des combats qu'on essaie de mener. Il faut que ce soit un combat militant, au moins on essaie de relayer cette parole-là. C'est intéressant, ça. C'est une posture que tu peux prendre à l'intérieur de la salle. Dans le cadre de nos normes et pratiques journalistiques. Bien sûr, exactement. Exactement. Avec des pancartes pour aller manifester, mais on peut quand même choisir les sujets puis avoir envie de parler puis donner la parole à des gens qui, eux, après ça, pourront aller réclamer à grand cri qu'on nous le plus rapidement possible pour notre santé mentale à tout le monde aussi, je pense. Oui, c'est ça. Tu parles de santé mentale. On connaît Nabi depuis le tout jeune âge. T'es quelqu'un de full dynamique, toujours souriant. T'as un sourire à la Barack Obama. Là, c'est gentil, wow. C'est vrai. Non, mais sérieux. Tu compareras 2-3 photos, tu vas voir, t'as le même sourire un peu. Sur le
le plan personnel, toi, ça va bien? Tu réussis à préparer tes reportages de la maison? Est-ce que vous avez accès? Parce que on voit M. Philippe Fimiou qui met des photos que certains d'entre vous avaient accès à votre nouvelle tour, là, Moi, j'ai pas encore eu la chance de visiter la nouvelle tour. On est encore dans l'ancienne tour de Radio-Canada qui est de plus en plus vide. Chaque semaine, il y a des équipes qui font la migration vers l'autre tour. C'est drôle. Il y a comme une espèce d'ambiance de dimanche à minuit, mais là, c'est comme ça durant toute la semaine. Toute la semaine. OK, c'est bon. Donc, on voit que tu gardes le sourire, là. On garde le sourire, exactement. Puis, tu sais, on est infiniment chanceux. Comme je te disais, quand on voit tout le milieu culturel qui est à l'arrêt, on est chanceux d'avoir encore une job, premièrement. C'est vrai. De pouvoir la pratiquer aussi en partie en allant au travail, sur le terrain, en gardant les collègues, parce que je sais qu'il va y avoir des collègues qui font 100% du télétravail. Parce qu'après un certain temps, ça devient un peu lourd, exactement, là, de passer du lit au salon qui devient le bureau, à la cuisine. Quasiment plus ta douche. Oui, c'est ça, exactement. T'as encore ton pyjama. C'est ça. Donc là, au moins, c'est ça. Le fait de pouvoir continuer à aller voir des gens. J'ai la chance aussi quand même de continuer à aller voir des fois des spectacles. Le fait qu'il y ait des enregistrements qui se font pour des captations vidéo. Il n'y a pas de public, mais nous, au moins, tu as ton masque, on te voit, tu as souvent toujours ton masque quand tu fais tes entrevues. Donc, absolument, non, c'est ça. On est très prudent, le masque, la visière, mais en même temps, moi, comme ça, on peut quand même voir. J'ai eu la chance d'aller voir l'orchestre symphonique qui jouait pour moi tout seul dans la maison symphonique. Bon, des privilèges quand même, tu sais. Pas pire. Nabi, est-ce qu'il a l'habitude de s'habiller, saper comme jamais, comme pour l'entrevue aujourd'hui? Il se réveille le matin, fait ses recherches pour ses reportages. Est-ce qu'il est en pyjama ou il prend la peine de s'habiller comme papa lui disait? Il faut bien t'habiller, fiston. Ou maman, là, tu sais. Hein? J'aime ça être confortable. Moi, c'est le premier critère pour les vêtements. Mais en même temps, j'essaie quand même de garder, même si on ne sort pas, d'essayer de garder. Un protocole. Ça rend déprimé. Ma mère, elle disait toujours que son père lui disait, passer la journée en pyjama, ça vient jouer sur le moral aussi. Tu fais le pyjama, là, tu sais. Tu fais le pyjama, exactement. Tu deviens un peu plus mou. On essaie quand même de garder une certaine... Un certain décorum. Voilà, alors on se comprend. Super. Nabi, on est content de savoir que tu vas bien, surtout que tu travailles énormément. Donc, des fois, prendre une petite pause. Vas-tu bien, monsieur Nabi? OK, tout va bien, Tigidou? On continue. On va apprendre à te connaître pour ceux qui seraient arrivés au Québec il n'y a pas si longtemps, ceux qui ont peut-être oublié leur mémoire, leur ferait défaut. Nabi Alexandre Chartier, toi, tu es né à Montréal. Oui, moi, je suis né à Montréal, dans le quartier Annecy. Oui, c'est ça. Tu étais à Mont-Saint-Louis. Je me suis dit, OK, excellent. Ma mère est originaire de Joliette, mais elle est installée à Montréal là, depuis ses études. Mon père, lui, est guinéen, qui a passé par la France. Il a été brièvement au Canada avant, après ça, de déménager aux États-Unis. Puis là, maintenant, il est de retour en France. Puis moi, je suis un petit gars du 514. Nice. Un descendant de l'Empire mandingue. On vient de faire notre première entrevue à Coconut Podcast pour le mois de l'histoire des Noirs. C'était avec Jelly Tapa, qui a remporté Juno Award, Révélation Radio-Can, entre Absolument. autres. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, elle nous parlait de l'Empire mandingue, mais la Guinée, Guinée-Conakry, il faisait partie de cet empire. Alors, tu es un descendant. Peut-être faudrait que tu vérifies. Ça, ce serait intéressant. Est-ce que tu n'es pas peut-être un descendant d'une lignée de griots? Parce que toi, la science de la parole, tu sais, au cégep, tu vas aller au conservatoire La Salle et tu vas quand même faire ton papier, tes études en sciences de la parole. Alors, moi, je me dis, il y a peut-être quelque chose là. Il faudrait chercher c'est les Camaras du côté les Camaras, il faudrait voir est-ce que les Camaras sont des griots. C'est un rêve que ma mère aussi caresse depuis des années. Puis maintenant qu'elle est à la retraite, on s'est promis un jour d'aller ensemble visiter la Guinée. Bon. C'est cette histoire-là que je connais trop peu, malheureusement. OK, bon.
Voilà. Il y a des projets là, à venir. Donc là, toi, tu vas grandir dans Ahuntsic, quand même un quartier cool. Est-ce que tu joues au hockey? Parce qu'il y a pas mal de patinoires extérieures dans Ahuntsic. J'ai habité sur Gouin. En plus, on était juste au bord de l'eau, juste au bord de la visitation, pas trop loin. De la visitation. Mais je t'avoue, moi, j'étais plus dans la gang de l'impro, dans les équipes de théâtre que dans les équipes sportives. Il y avait comme les deux clans. Il y avait l'équipe Kodiak, puis après ça, il y avait les équipes culturelles. Moi, j'étais pas dans l'équipe. Kodiak, tu étais dans le culturel, intéressant. C'est clair dès le début que j'étais pas celui qu'on choisissait en premier dans son équipe de basket ou. Ouais, mais quand il y avait les concours génies en herbe, on peut parler on va voir, Nabi, est-ce que tu te rappelles tu te prépares pour un oral, puis là, sur les planètes, tu es déjà journaliste à ce moment-là. Ah non, que notre podcast font des recherches, là. Vous avez fait des recherches, voilà. Yo, on voit Nabi, un peu plus joufflu, hein? On sentait que maman, là, nourrissait bien son fiston. Mais on te voit faire un oral sur les planètes. T'es déjà prêt pour Radio-Can à ce moment-là? Est-ce que tu avais ça ça te trottait dans la tête que tu voulais faire ça à un certain moment? C'est pas clair exactement sous quelle forme, mais je me souviens que déjà très petit, je me pratiquais à faire devant mon miroir le cinéma Saint-Chartier, Radio-Canada à Montréal. Donc ça, c'est un rêve réalisé. J'ai pu cocher check sur la liste de choses à faire. La vidéo à laquelle tu fais référence, c'est une vidéo que j'avais publiée sur ma page Facebook où je dois avoir à peu près 6-7 ans durant l'été, puis je fais comme ça, c'est un petit exposé oral sur les planètes. Puis il y a plusieurs amis qui me disaient que c'était amusant parce que j'ai la même gestuelle, semblerait-il. Oui, un peu. 35 ans plus tard, je parlais un peu comme ça avec mes mains. Donc, à la Barack Obama. À la Barack Obama, yes we can. Juste de même, habituellement, je la pose en toute fin d'entrevue, cette question. Avec le parcours qui est le tien, personnalité publique, connue, appréciée, aimée, enfant chéri du Québec, est-ce que dans un avenir quelconque, nous risquons rapprochés, lointains, éventuels, nous risquons de voir Nabi Chartier-Alexandre dans l'arène, Nabi Alexandre Chartier dans l'arène politique? Il n'y a certainement pas de plan à court terme, là, ça c'est sûr que non. Mais par contre, j'aimerais ça m'impliquer moi dans le municipal éventuellement. Peut-être dans une deuxième vie, dans une deuxième carrière. Dring, dring, Madame Plante, dring, dring, Madame Montgomery, dring, dring, Monsieur Coderre, dring, dring, Monsieur Perez. Je trouve que c'est un palier de gouvernement qui est vraiment formidable parce que c'est des petits. En 1 ou 2 mandats, ils réussissent à faire des changements dans la ville qu'on voit, qu'on comprend concrètement. Moi, c'est une politique qui m'intéresse. À défaut de m'y présenter ou d'y militer activement, je trouve ça formidable de voir que vraiment, en 1 ou 2 mandats, tu peux changer des choses, ce qui n'était pas aussi facile à Québec et à Ottawa. Mais au municipal, c'est vraiment... Tu peux rajouter des saillies de trottoirs, tu peux fermer des rues. Pour les cyclistes, faire rager les automobilistes. Exactement. En même temps, quand tu fais des changements, je pense que c'est inévitable aussi. Le temps que les gens s'adaptent, ils vont avoir du temps où ils vont chialer. Puis après ça, ils vont découvrir qu'il y a des choses qui vont être pour le mieux, puis d'autres sur lesquelles on peut revenir si on n'est pas d'accord. Ouais, moi, je te vois vraiment responsable de la culture à Montréal. À Montréal, tu sais, les maisons de la culture, les festivals. Oui, non, c'est vrai. Puis il y a plein de choses qui se font super intéressantes aussi dans le communautaire culturel. Tu sais, justement, tu mentionnes les maisons de la culture, le nombre de bons spectacles que j'ai pu, moi, dans ma vie, aller voir sans dépenser une fortune parce que tu peux aller chercher ton billet à la maison de la culture ou à la bibliothèque, puis tu vas voir sur place un spectacle qui t'aurait coûté 40$, puis là, c'est payé par mes taxes. La carte Accès Montréal, je pense encore. La carte Accès Montréal, oui, le jardin botanique, moi, c'est mon lieu de vacances préféré durant l'été à Montréal. Tu es rendu également avec les fonctions qui ont été les tiennes et surtout, plus précisément aujourd'hui, tu es au 18h au 17h30, là, je pense. Là, ça avec Patrice Roy, 18h. Ouais, c'est ça, 18h. Tu sais, tu nous fais découvrir Montréal là, quand même. Là. Donc, à force de te promener, tu es rendu vraiment un ambassadeur, à un certain moment plus culturel, on va le voir dans quelques instants, mais de plus en plus, on sent que tu sors un peu de ta zone de confort. Et là, maintenant, tu fais des reportages là, qui, tu sais, dernièrement, on va en parler dans quelques instants, mais tu fais des reportages plus corsé, donc c'est intéressant, hein, vraiment. Là, c'est ce que j'avais proposé quand j'ai appliqué sur la job durant le comité de sélection, c'est de prendre le spectre culturel
puis de ne pas faire seulement un calendrier de voici les communiqués de presse, voici les activités que vous pouvez faire, mais d'essayer de voir aussi comment est-ce qu'on peut regarder notre société à travers l'aspect de la culture, comment est-ce que la culture aussi commente des fois l'actualité, puis comment est-ce que la culture, ça peut être large. Puis pour moi, dans la culture que j'ai envie de défendre aussi, ça inclut le patrimoine, comme tu mentionnais, ça inclut des enjeux de vivre ensemble en ville qui sont peut-être pas artistiques à proprement parler, mais quand même, quand tu as des placotoires, quand tu as des choses comme ça, c'est des créateurs qui travaillent là-dedans aussi. Puis le travail doit être mis de l'avant parce que sinon, ça risque de tomber un peu entre deux chaises, entre la chaise du municipal, entre la chaise du culturel. On l'a ramené dans notre cours. Oui, mais c'est intéressant. Tu as réussi à bien marier les deux. On va tout de suite passer à où je voulais m'en venir avec toi. Mais tu réussis à traiter de certains sujets d'actualité, n'est-ce pas? Tout en gardant cette trame narrative qui est la culture. Alors, je m'explique. Tu fais un dernier reportage. On va passer en revue un peu différents reportages que tu as fait. Reportage, tu nous présentes un peu ce docu-film, Recrue, où on parle de l'extrême droite. Et ça, c'est intéressant comme reportage. Ça reste culturel. Tu nous parles d'un cinéaste, hein, quelqu'un qui fait un film, mais tout en traitant d'un sujet de société. Ça, je trouve ça intéressant. Quand tu as eu à faire ce choix, est-ce que tu étais un peu réticent et où il y a quelqu'un qui t'a dit non, Nabi, tu peux y aller? Ben, je pense que les réticences venaient pour ce reportage-là en particulier. S'il y a eu des questions, c'était au niveau du fait que c'était un court-métrage. De se dire, parce que souvent, quand on parle de sujets au téléjournal, on reçoit une tonne de propositions, il faut faire des sélections crève-cœur. C'est rare qu'un court-métrage réussisse à gagner contre toutes les autres suggestions. Puis là, c'est justement le thème qui nous a donné envie d'en parler. On s'est dit, même si c'est pas un long-métrage, le fait que le film, premièrement, se retrouve dans la course aux Oscars, puis le fait aussi que ce soit des enjeux sérieux puis documentés. Le film est court, mais le travail de Pierre-Philippe... De recherche, oui, tout à fait. Le travail de recherche puis d'immersion dans ces groupes-là est important. C'est ça le travail, c'est ça le rôle de la culture aussi, de nous mettre en garde sur des choses, de nous inciter à attirer notre attention peut-être sur des zones d'ombre qui peuvent être dangereuses si on ne s'en occupe pas, parce que c'est dans l'échange puis dans la rencontre qu'on peut justement défaire ces préjugés-là qui mènent à des montées de l'extrême droite, comme il l'a constaté. Je suis allé aussi, à l'époque où je travaillais à la radio avec mon collègue Jean-Philippe Barry-Guérard, j'étais d'IMES puis je faisais de la caméra des fois sur des projets. Moi, je suis allé à des manifs de la meute, filmer les gens sur le bord de la frontière, la colle, contre l'immigration et tout. Puis comme Pierre-Philippe Chevigny, je constatais que c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que ces gens-là, c'est pas les skinheads complètement extrémistes. Avec les Doc Martens. Avec les Doc Martens, exactement. Puis c'est vraiment mon oncle, ma tante, tout le monde, quelqu'un qui pourrait être dans ta famille, qui sont là, qui ont des inquiétudes, puis qui peut-être... C'est un point de vue personnel, mais je pense qu'on a peut-être une mauvaise lecture de la situation puis qui perçoit un ennemi qui n'en est pas un simplement parce qu'ils le connaissent mal. Ouais, c'est ça. C'est en engageant le dialogue avec eux puis en faisant en sorte de ne pas être trop clivant que peut-être qu'on va pouvoir ramener celles et ceux qui sont de bon sens et de bon cœur. Incroyable, wow, my God. Hey! Il faut quand même qu'on dise aux gens, oui, tu vas grandir dans Annecy, mais tu vas y fréquenter, alors là, l'une des très bonnes écoles de la métropole. Tes parents, la famille va faire un effort soutenu pour t'offrir cette éducation, parce que là, tu es plus qu'éloquent, là, monsieur Chartier. Tu vas quand même fréquenter le collège Mont-Saint-Louis. Alors là, il y a une certaine rigueur et une certaine discipline à cette école. C'est drôle parce qu'on a plusieurs radios canadiens qui sont passés par le Mont-Saint-Louis. Philippe Pouimet, avec qui je travaille au module culturel, était au Mont-Saint-Louis 5 ans avant moi. Patrick Masbourian aussi. Masbourian, le matin, là, du Mont-Saint-Louis, Serge Bouchard. Il y a une couple qui sont passés par l'école Mont-Saint-Louis. OK, donc on sent que ça forme bien, là. C'est un peu
le Brébeuf du nord de la ville. Non, à mon époque, les gars, ils ne faisaient pas la Regina Assumpta. Ouais, c'est ça, donc, ouais, c'est ça. Ouais. Ou Reine-Marie, là, tu sais. Nice. Et là, maintenant, tu vas quand même, suite à ton secondaire, tu vas faire le conservatoire La Salle. Ça, c'est... Moi, je connaissais pas ce programme, Sciences de la parole. Sérieux, là, c'est... Ouais, vas-y, c'est donc, comme un programme arts et lettres, mais orienté de façon plus large pour les gens qui n'étaient pas sûrs de vouloir aller nécessairement en arts et lettres, mais qui pensaient peut-être aussi au droit ou qui pensaient aussi aux communications plus larges. Ce qui est assez intéressant, ce qui est amusant, c'est que j'ai participé au concours Vidéo Recherché qui m'a fait travailler à Musique 99. 99, exactement, l'été après le secondaire. Puis je commençais à travailler à Musique Plus le même jour que ma première journée de cégep aussi. Non. J'avais le début de la carrière professionnelle puis le début du deuxième cycle d'études après le secondaire. Comment as-tu vécu le végétariat à un si jeune âge, Nabi? Mais je pense que c'était peut-être plus facile le fait que je sois plus jeune. C'est plus naturel puis j'étais moins gêné. J'ai l'impression que avec les années qui ont passé, je serais peut-être plus self-conscious, plus conscient de toi-même. À l'époque, je jouais, je faisais des affaires. C'est pas grave, c'est pas trop stressant. Tu avais quand même 17 ans là, quand tu rentres là. Oui, exact, c'est ça. Donc, j'étais pas très vieux, mais c'est ça, je pense, le fait que j'étais jeune, j'avais l'impression que c'était tout naturel et que ça m'était bien dû. Fait que c'était plus facile à la Et par la suite, c'est intéressant. Tu vas avoir tout un parcours. On va regarder le parcours professionnel. Tu peux même faire un parallèle entre-temps. Mais tu vas pas t'arrêter au niveau du cégep. Tu vas quand même poursuivre des études. Tu vas faire un BFA. Là, j'étais quoi? Baccalaureate in Finance? Non. In Fine Art. À Concordia. Qu'est-ce qui va t'amener à vouloir étudier dans la langue de Shakespeare, toi qui viens d'un quartier quand même francophone? Exact, puis qui a eu à me taper des heures et des heures de cours d'anglais privé durant que j'étais à Musique pour que mon niveau d'anglais soit suffisant. Sérieusement? Oui, mais j'avais des cours d'anglais à Berlitz aussi durant plusieurs années, puis il y avait justement cette volonté-là. Mais premièrement, Concordia avait un bon programme de cinéma dans le Bachelor of Fine Arts, leur programme de film production est bien réputé. Fait qu'il y avait ça. Puis il y avait l'envie aussi justement d'étudier en anglais. Puis après ça, une fois que j'étais durant mes études, j'ai réalisé qu'on pouvait étudier en anglais et faire ses examens en français. Donc là, c'était tout bénef. Ben alors là, pourquoi pas, là? Voilà. Hey, écoute, hein? C'est bien ça. Nice. C'était une bonne formation. Puis c'était important. C'était un bon conseil que ma mère m'avait donné de ne pas arrêter avant la fin des études universitaires, ne serait-ce que pour avoir le diplôme, puis pour la confiance, j'ai l'impression aussi que ça donne, les portes que ça peut ouvrir. Ça n'aurait pas été aussi facile, j'imagine, d'avoir une job à Radio-Canada si je n'avais pas complété un baccalauréat. Ça ouvre des portes, puis ça donne une confiance en soi. Puis j'adore ça. Durant le confinement, là, tu vois, je viens de me réinscrire à un deuxième certificat. J'ai fait un certificat en management aussi. Ouais, c'est ça, HEC. HEC, ouais. En gestion, ouais, voilà. Ouais. Puis c'est parce que je m'étais chicané avec mon prof de film expérimental qui trouvait que mon approche était trop commerciale. Puis il a dit, tu devrais aller étudier à HEC. Puis j'ai dit, just watch me. Puis je l'ai fait. Finalement, t'aimes les défis, toi. Oui, là. J'ai adoré ça. Puis je pense qu'on devrait intégrer des cours de gestion puis de management dans toutes les sphères, même si tu as envie de travailler dans le domaine culturel. Savoir s'organiser, savoir faire ton PODC, le planifier, organiser, contrôler. C'est important dans n'importe quel domaine. Si tu veux que tes œuvres marchent, si tu veux que tes expos fonctionnent, il faut que tu aies une rigueur dans la planification, il faut que tu aies un travail soutenu, il faut que tu vois qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment est-ce qu'on ajuste. C'est les mêmes règles que pour le management, que ce soit vendre des tasses ou vendre des spectacles. Il faut quand même que tu attires l'attention, puis il faut que tu sois rigoureux, sinon ça ne marchera pas, puis tu vas te retrouver avec moins de succès que tu... On a eu ce conseil là, à Coconut Podcast, c'est vrai que la rigueur, là, puis on a quelqu'un, nous aussi, de gestion, hein? Mais lui, c'est pas HEC, c'est ESG. OK, ben voilà, excellent. C'est bien ça aussi. Voilà, Lucam, il n'y a pas de rivalité entre moi. Non. Donc, toi, ces études à Concordia, tu t'arrêtes pas là, tu poursuis au HEC. T'es quand même, puis ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent dans le grand public, que Nabi a été se former. Il n'a pas juste surfé sur la vague du début, là, Musique Plus. En es-tu fier quand même aujourd'hui, quand tu es capable de... Moi, j'ai réalisé ça, si, au niveau des études. Maman doit être fière. La famille. Je pense qu'elle est fière, puis c'est...
Moi, je trouve ça stimulant aussi à prendre. Puis là, tu vois, avec le début de la pandémie, puis le fait qu'on voyait bien qu'on serait confiné pour un petit bout de temps, en tout cas que la vie normale serait longue avant de revenir. Fait que là, depuis la rentrée, depuis janvier, j'ai commencé des cours aussi. Là, je fais un certificat en droit maintenant à l'UDM. Donc, on va essayer de rajouter d'autres connaissances. D'autres connaissances, exactement, qui ouvrent des portes. Puis plus tu sais de choses, plus ça devient facile après ça de faire des liens, de t'organiser. Puis plus t'en sais, moins c'est tough, j'ai l'impression. Tu nous parles du droit, Nabi. Écoute, tu vas quand même, quand tu prépares certains reportages, tu vas nous préparer un reportage sur les illustrateurs en salle d'audience. Est-ce que ça, c'est ton intérêt pour tout ce qui est judiciaire? Parce que c'est un reportage intéressant. Dans les années 50, 60, ils étaient super présents. Il y avait des médias tels que Allô Police qui leur achetaient les dessins. Mais aujourd'hui, il a peur que c'est un métier qui est en voie de disparition, absolument. Ben oui, on cherchait comment élargir le culturel, puis on se dit, ben, ce sujet-là pourrait être intéressant. Puis en téléphonant à ma collègue Geneviève Garon, qui elle est au Palais de justice à Montréal, je l'ai appelée pour lui demander, as-tu des numéros d'illustrateurs que tu pourrais me recommander? Y, entre autres, c'est ça que moi j'avais vu ces dessins le 31 octobre là, dans la tuerie de Québec avec l'homme habillé en médiéval, puis j'avais vu des images de comparution, puis c'est ça qui m'a fait penser à ce sujet-là. Donc là, j'appelle Geneviève Garon, je lui demande est-ce que tu as des noms à me recommander, puis là, elle dit je peux te recommander il y a un de mes collègues que je connais qui est malade, sinon il y a une autre fille que je connais qui est dans le reportage d'Elf. Puis elle me dit, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est ça, il y en a de moins en moins parce que les médias ont de moins en moins d'argent pour acheter ces dessins-là parce que souvent, il y a les réseaux sociaux aussi. On peut aller chercher la photo, même si tu n'as pas la photo de la personne qui comparaît en cours. Mais souvent, en tapant son nom, tu peux trouver une photo qu'il a postée sur Facebook il y a 5 ans. Donc, tu peux aller chercher cette photo-là plutôt que de prendre le dessin. Donc, non, c'est ça peut être intéressant c'est peut-être ça, finalement, l'histoire aussi. C'est peut-être pas comment est-ce que vous faites votre travail de dessinateur de cours, c'est faire un reportage sur le fait que le métier de dessinateur de cours est en voie de disparition. C'est que maintenant, il y a des questions sociales qui rentrent de plus en plus dans tes reportages. Moi, je te suis depuis un petit bout, puis il y a ce dénominateur commun qu'on retrouve de plus en plus, je te dirais, Nabi Alexandre Chartier, dans la préparation, mais il y a ce volet social qui est fort intéressant. On va revenir, mais lorsque ces gens que tu passes en entrevue te voient arriver, là maintenant, ils sont wow, tu sais, comme je suis un peu impressionné, tu sais, c'est ce personnage très connu qui vient m'interviewer. Puis là, souvent, tu sois relax, toi, un peu. Et là, est-ce que tu es conscient que tu es aujourd'hui ce journaliste qui, à une certaine époque, fut ce VJ Jeunot, quand même un peu maigrichon au début. Il était plus joufflu à 7-8 ans, là. Mais après, bon, jeune ado un peu, commençait à devenir adulte. Est-ce que tu te rappelles de tes débuts lorsque tu vas faire ce vidéo de présentation pour VJ Recherché et puis tu as les Claude Rajotte qui sont prêts à lâcher le coup près, hein? Non, attends, you're fired! Tu sais, en mode, Linda, touche-moi. Est-ce que tu t'en rappelles de ça? Ça, c'était très drôle. C'était un époux qu'il fallait faire devant un écran vert. Puis il nous disait une seconde avant le début le sujet. Dans quel sujet il nous envoyait, voilà. Puis moi, j'avais eu la chance d'être envoyé au Hot d'Or, le gala de l'industrie 3X. Puis spontanément, je m'étais retourné puis j'avais vu sur le moniteur qu'il y avait comme une fille qui faisait un petit coup de langue dans la caméra. Puis j'avais c'est Linda touche-moi. Puis ça avait été puis c'est là-dessus que tu as un bon flash. Mais ton passé en impro t'a sûrement aidé à ce moment-là. Complètement. Puis j'ai réessayé de faire de l'impro récemment avec Richardson Zephyr, entre autres, que tu connais peut-être, qui était dans l'équipe du Bye Bye, qui est un humoriste très, très drôle. Puis il avait voulu comme créer une ligue qui malheureusement n'a pas vu le jour à cause de la pandémie. Mais
c'est sûr que ça a été un bon exercice, puis c'est sûr que j'ai pas la même aisance que j'avais à l'époque, parce que ce petit côté-là, cette espèce de self-consciousness, de conscience de ce que tu dis, de ce que tu fais, que tu peux pas te permettre d'avoir en impro, puis qui est une fraîcheur qu'on a peut-être plus facilement quand on a 15 ans. LNI, peut-être? LNI, ben, comme je te dis, il faudrait vraiment que je travaille sur enlever mes barrières intérieures. Tes barrières, ouais. Ou que tes patronnes, je pense, à Radio-Canada, te donnent le go. Hein, oui, c'est ça, genre, exactement. Ouais. Un défi, s'il me lance le défi, sans doute que je le relèverais. Moi, ça, c'est un défi, Nabi. Je pense que, Nabi, je te lance un défi. De devenir responsable de la culture à l'Hôtel de Ville de Montréal. 10 ans pour le réaliser, je pense que... 10 ans pour le réaliser, parfait. J'accepte le défi. C'est bon, on va ressortir les enregistrements. Je vais dire, c'est grâce à toi. Ils vont dire, mais comment t'as eu l'idée? Puis là, je vais te prendre. Tu connais le podcast? Ça cogitait déjà. Nabi Alexandre, tu sais, t'as vraiment passé 6 belles années à Musique Plus. Mais un souvenir que tu retiens de ton passage à Musique Plus? Marisol Aubé, par exemple, ton amie? Marisol Aubé, c'est sûr. Puis quelle personne formidable pour... Isabelle Desjardins? Isabelle Desjardins, c'était comme ma petite sœur, parce qu'elle est arrivée un peu après moi. Fait que c'est elle qui apprenait son métier en travaillant avec moi. Là, c'est comme ma grande sœur. La grande sœur a trouvé le petit gars fatigant. Elle comme, voyons, on en a été. En même temps qu'elle m'enseignait, elle a réalisé aussi l'émission Vitamine Pop à laquelle je collaborais à l'époque. Puis après ça, quand moi, j'ai eu à réaliser ou à travailler sur des choses, je me suis grandement inspiré de tout ce qu'elle m'avait appris. Puis j'ai été chanceux à plusieurs étapes de ma vie et de ma carrière comme ça, d'avoir des gens super inspirants, super formateurs. Patrick Masbourian, ensuite plus tard à Radio-Canada aussi, qui est très inspirant, qui me faisait confiance. C'est assez impressionnant, puis je pense que je suis chanceux, mais je pense qu'on a aussi cette chance-là au Québec dans le milieu des communications, d'avoir des gens vraiment généreux, vraiment passionnés par ce qu'ils font, qui savent qu'ils ont la chance d'être où ils sont, puis qui ont envie de tendre la main, puis d'aider à des plus jeunes, à des gens de la diversité à mettre le pied à l'étrier. Puis ça, c'est extraordinaire. J'en suis très, très reconnaissant. Super, parce qu'à Musique Plus, tu vas travailler avec des Stéphane Morissette, tu me corriges, Monsieur Net, Philippe Fémiou, Malik Shahid, Vladimir Moindron, mais ça, il n'était pas devant la caméra nécessairement. Oui, non, mais son travail était crucial. Crucial, OK, superbe. Ralph Boncy, Musimax, tu vas rencontrer, quand tu rentres là, jeune noir, petit noir, peau basanée, avec un gros afro, là, sorti des années 70. Est-ce que tu vas connaître certaines difficultés d'intégration ou tu vas trouver un support de pas mal tout le monde? Est-ce que les grands frères, grandes sœurs de la communauté vont venir un peu t'épauler, dire « Ah, le jeune ne fait pas telle erreur. Ah, le jeune va plutôt dans cette direction. » Est-ce que tu as eu cette chance avec M. Boncy, par exemple, à l'époque? Voilà. Ralph Boncy, qui est sûr une personne extrêmement inspirante, gentille, puis tout. Je m'identifiais, je me percevais moins comme étant noir à cet âge-là. Je dirais que c'est plus à l'université que j'ai pris conscience aussi de ce que les gens percevaient, parce que pour avoir grandi dans au Mont-Saint-Louis, entouré de blancs, à la limite, j'avais l'impression d'être un blanc de la gang. Puis c'est qu'après, tu regardes, tu te dis, mais quand même, dans le regard des gens, il y a quelque chose. Puis il y a une recherche aussi que je dois aller faire moi aussi pour m'intéresser à cette histoire-là, à ce bagage-là, à cet héritage-là qui m'appartient aussi. Donc c'est après, mais c'est sûr que c'est inspirant de voir des personnes noires ou métisses à la télévision. Puis quand j'avais découvert le travail de Philippe Fémiou, qui a quelques années de plus que moi, puis c'est la première fois qu'on me disait pas comme « Ah, tu ressembles à Normand Brathwaite », puis d'avoir comme une autre référence. Une deuxième référence, plus jeune, qui était cool. Ouais, c'est ça. Puis je pense que pour ça, Musique Plus a beaucoup fait. Dans les gens qu'on voit maintenant à la télévision, que ce soit des Rebecca McConnell, des il y a beaucoup de gens qui sont passés par Musique Plus parce que quel autre poste, à l'époque, il y a 20 ans, engageait des gens des communautés culturelles, engageait des jeunes qui sortaient pas d'une grande famille de journalistes ou qui n'étaient pas passés par nécessairement le petit jeune. Avec un bagou, avec un talent, il y avait presque que Musique Plus qui le faisait à l'époque, TQS un petit peu. Mais c'est ça,
c'est drôle, on s'était réunis, puis on regardait, on était comme, finalement, on a une coupe à être passée par Musique Plus. Non, mais ça, c'est intéressant, le fait que tu aies été à Musique Plus, parce que pour nous qui te regardions, mais tu représentais ce jeune noir qui était à la télé. Tu sais, tu as représenté quelque chose à cette époque, un modèle. Aujourd'hui, peut-être tu en es plus conscient. En étais-tu conscient à l'époque que tu représentais un modèle, là? Ouais. Pas vraiment à l'époque, non, c'est ça. C'est après, par contre, des années plus tard, il y a des gens qui m'ont dit que ça avait fait cet effet-là. Mais à chaque fois, c'est touchant, c'est formidable. Puis j'espère que les gens ont bien tourné, parce que sinon, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? Mais non, généralement, les gens ont bien tourné. Puis, excellent. Ben écoute, tu vas faire tout un travail par la suite dans ta carrière et celui-ci va être reconnu par le gala de l'excellence noire au Québec. Le Gala Dynastie va te nommer comme personnalité radiophonique, télé, je pense, de l'année, là, quand même. Tu vas être en nomination, tu vas être super content sur les réseaux sociaux. Tu vas dire, la première fois, j'ai été nominé. J'ai trouvé ça vraiment très... Quand tu vois que les Noirs viennent à reconnaître le travail qui est tien. C'est extraordinaire, puis c'est Nicolas Ouellette que j'admire et que j'adore, qui avait remporté le prix, qui avait fait un très beau discours, puis qui disait, j'étais tout à fait d'accord avec lui, c'était inspirant aussi cette soirée-là, à la Place des Arts, de voir des gens noirs dans tous les domaines, que ce soit du côté travail social, du côté médiatique, du côté entrepreneurial, qui réussissent, qui font des choses, puis je pense qu'on a besoin effectivement de plus en plus de ce genre de gars-là. Oui, d'avoir plus de personnel des communautés culturelles autochtones dans les galas généraux qui sont diffusés à la télé, mais de pas simplement non plus attendre cette reconnaissance-là, puis de s'organiser ce gala-là, puis de voir ces gens inspirants dans une même pièce, d'avoir la chance de parler aussi avec quelques-uns d'entre eux. Tu sais, moi, il y a des gens que j'ai vus sur scène là, puis ça nous a donné des idées, puis ensuite, on a pu faire des reportages avec eux parce que ça permet que ces gens-là fassent partie de l'ensemble évoqué. Quand tu cherches quelqu'un, t'es comme, je connais cette personne-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ben, écoute, dans les reportages que tu vas faire, on sent que tu fais tout un travail pour promouvoir avec tes collègues, hein, parce que vous êtes une équipe, mais vous faites tout un travail et de plus en plus, on sent cette préoccupation, cette sensibilité à Radio-Canada et toutes les déclinaisons de Radio-Can. Moi, là, tu as fait une entrevue avec Manuel Mathieu. Ah, il est cool, hein? Quel artiste inspirant. Et là, tu choisis ce peintre, mais tu sais, qui est primé, là, ça a l'air qu'il vend des toiles pour c'est peut-être un futur Basquiat, presque. Oui. Ouais, sérieux. Oui, complètement. Il y a une énergie, il y a une force dans ces toiles. Puis, tu fais bien de mentionner que j'ai l'impression aussi que c'est un travail d'équipe, d'une part, dans l'équipe qui propose les sujets, qui les accepte. Pour ce reportage-là de Manuel Mathieu, entre autres, il y a la directrice de l'information qui m'avait envoyé un message juste après la diffusion du reportage. Elle m'avait envoyé un petit texto pour dire, c'est exactement ça qu'on veut. Fais-nous découvrir des gens. Amène-nous sur d'autres artistes. C'était comme moi, j'ai un coup de cœur. J'allais voir déjà ces sourcils. Je pense qu'il y a vraiment une volonté, puis enfin qu'on ait cette reconnaissance justifiée, puis qu'on sorte un petit peu des sentiers battus, qu'on essaie parce que des fois, c'est pas de la mauvaise foi, mais c'est des fois, tu vas y aller avec le choix évident ou la première personne qui te vient en tête et tout. Mais si on a plus de gens qui peuvent nous venir en tête, mais après ça va donner plus de diversité à notre palette de couleurs, d'intérêts. Ouais, ben c'est ça, de couleurs, d'intérêt. Tu sais, tu vas faire des reportages sur le vert soufflé, le néon, le passé glorieux de Montréal en ce qui a trait au néon. Puis là, t'es comme, donc ben cool, ça aussi, tu sais, c'est comme, c'est très historique et culturel. Moi, c'est ce que j'adore. Tu nous fais redécouvrir notre ville, notre Québec. Man, change pas ça parce que, tu sais, des fois, vous avez cette émission à Radio-Canada où vous sortez les archives là, du passé, puis sur Internet, là, des fois, ça roule. Tu vois des quartiers, comment que c'était à l'époque, des trucs comme ça. Donc, tu sais, le verre soufflé, ça, c'est juste incroyable. Le Mona Musée,
tu nous parles de ça. Le Museum of Neon Art, ouais. C'est comme, sérieusement, là, yo, je suis comme, that's what's up. Tu vas nous faire des reportages, plus classiques. Tu vas nous parler de Dior. Intéressant quand même, tu vois. Mais moi, là, quand tu prends le temps de rencontrer des artistes, entre autres, Miss Me, cette dessinatrice, peintre, Madonna va acheter ses peintures, le corps, la sensualité de la femme, c'est là-dessus qu'elle travaille. Tu vas rencontrer des D-Track. Quand je dis, mais D-Track, comme, OK, il doit être branché à Ottawa. Puis là, j'ai dit, ah, ben oui, c'est vrai, Nabil avait travaillé à ici, Ontario. À Télis, ben oui, exact. Donc, est-ce qu'il y a une connexion parce que tu nous présentes des artistes comme D-Track? Ça, c'est intéressant, là. Tu nous fais découvrir des données. Ça c'est l'idée de D-Track, c'est venu grâce à la cigarette. Parce que je fumais une cigarette devant la tour de Radio-Canada. Mm-hmm. Il y a un de mes collègues qui fumait aussi, qui est venu me voir, puis qui lui vient d'Ottawa-Gatineau, puis il me dit, est-ce que tu connais le travail de D-Track qui fait des tunes d'actualité? Tu devrais acheter un coup d'œil. Moi, j'avais observé, je m'étais passé la réflexion que c'était intéressant que ce soit Sarah May, puis qui fasse la chanson d'Infoman. Puis là, on a fait 1+2. Là, j'ai téléphoné à D-Track, puis finalement, on est allé de l'avant avec ce reportage-là sur les rappeurs qui chantent notre société, qui chantent l'actualité. Donc, des fois, c'est des choses mauvaises pour la santé qui donnent de bonnes idées. Qu'est-ce que t'en penses de Loubalin qui viennent de sortir? Loubalin, t'as-tu été écouté un peu, là? Pas entendu encore, non, aussi. OK. Parle de salade, puis tu sais, de trucs de même, là, ça a de l'air. Miss Me, ça, c'est gros, là, avec son gros masque, là, j'ai pas vu son vrai visage. Sérieux? C'est rare. Moi non plus, quand on est arrivé, elle avait déjà la cagoule. Donc, ça se trouve, je l'ai recroisée tout de suite après, sans la saluer. OK, bon. Dans les entrevues que tu vas faire avec certains artistes, tu vas rencontrer, par exemple... tu me corriges, hein, Clay and Friends, en tout cas, tu nous en parles. Raccoon City. Tu nous parles aussi de Mathéo, que Coconut Podcast passe en entrevue. Tu sais, t'en as rencontré au-delà d'une centaine à Musique Plus. Là, maintenant, tu rencontres tous les gens des musées, tu vas au palais des congrès, tu fais des trucs sur les galeries immersives. Dans tous les reportages que tu as eu à faire, ah ouais, c'est ça, 2 choix. Dans tous les reportages que tu as eu à faire, quel sujet t'a le plus intéressé? Wow! Toi, tu étais en Europe, oublie pas non plus, tu as travaillé pour Astral Media, tu faisais des reportages en Europe, tu étais à Sucré-Salé, sur la route. Wow! Tu sais, le décompte à Musique Plus. En tant que journaliste, journaliste à Radio-Canada, quel artiste et quel sujet t'ont le plus marqué jusqu'à présent, Monsieur Chartier? C'est tough comme question. Mais je te dirais assurément que c'est dans des rencontres comme Manuel Mathieu, quand on réussit parce que c'est toujours court, malheureusement, les temps télé, mais quand tu réussis en moins de 3 minutes, en 2 minutes 30, à faire découvrir quelqu'un que tu sais qui a du talent, puis après ça, tu as des échos de gens qui disent à cause de ce reportage-là, j'ai eu envie d'approfondir. J'ai découvert ses œuvres, j'en ai acheté une ou je l'ai invité après ça à mon émission parce que je l'ai vu passer là. Dans ce temps-là, ça, c'est sûr que c'est une des grandes satisfactions. Puis sinon, d'un point de vue plus égoïste, j'ai adoré tous les projets qui m'ont permis d'aller en voyage ou de visiter des villes. Tu sais, avec Musique Plus, c'est une des chances qu'on a eu d'aller faire des tournées à travers le Québec dans les différents cégeps d'un bout à l'autre de la province. Puis ça, c'est toujours des expériences qui sont incroyables parce que ça te fait sortir de ta zone de confort, ça te fait rencontrer des gens, ça te fait découvrir la planète. En Europe aussi, avec Musique Plus, quand j'ai fait la tournée des marchés de Noël, tu sais, je n'aurais jamais pu aller ça n'aurait probablement pas été voir les marchés de Noël en Hongrie, puis en République tchèque, juste pour le fun comme ça sur la go. Mais là, le fait d'avoir une motivation, que ce soit pour un reportage, c'est sûr que ça, après ça, c'est du bonbon. Vivre en Europe pendant 2 ans, c'est après tes 6 années à Musique Plus, la dernière un peu, tu partais déjà. Étais-tu préparé pour vivre sans le support de la famille, de maman, les petits plats là, dans les Tupperware? Tiens, Nabi, bonne journée! Ou voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi ou t'es quand même
c'est ce genre d'oiseau qui s'acclimate sans trop de soucis? Ben, je suis sûr qu'on s'ennuie toujours de la famille, des amis quand on est loin, mais en même temps, c'était quelque chose dont j'avais envie. Je me disais, j'ai travaillé durant 6 ans, j'avais plein d'amis qui étaient partis par des stages ailleurs, par des tours d'Amérique du Sud en pack-sac et tout. Mais je pense que je suis rendu, j'ai envie de vivre ça, puis j'ai pas regretté. C'est la première fois que j'habitais hors de la maison, loin de la maman, comme tu dis, puis dans une nouvelle ville, nouveau pays où les gens te connaissent pas. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. Puis aussi, l'occasion de faire peut-être une petite pause pour pouvoir revenir après ça au Québec avec un nouveau chapitre qui était prêt à s'écrire. Puis après ça, c'est en revenant de France que j'ai complété mes études universitaires. Puis tout de suite après que je suis parti à Timmins, de Paris à Timmins. Nabil, l'entrevue tire vraiment à sa fin. Nous autres, à Coconut, on n'a pas le 3 minutes imparti là, pour faire ton entrevue. C'est ça, c'est génial de pouvoir discuter avec vous. Il va falloir que tu nous expliques ça. Quand on voit le 3 minutes là, à la télé, est-ce que tu en as enregistré au moins 15, puis après tu vas chercher dans les 15? Je dirais que souvent, on a 3 intervenants. Mes entrevues, j'essaie d'avoir les garder entre 10 et 15 minutes maximum. Fait qu'on part d'un 45 minutes, puis on le réduit à 2 minutes 30. Parce que toi-même, tu as appris à faire du montage, où tu sais faire tout ça. On te voit, là, on l'a lu, mais on voit certaines des images que tu partages, ou ce qu'on te voit avec ton petit clavier, puis tes petits outils de vidéo-journaliste sur la route. Pas mal, ça. Absolument, puis ça facilite le travail. Maintenant, je fais plus de montage depuis que je suis journaliste. Maintenant, monsieur, peut-être journaliste, plus vidéo-journaliste. Hein? Non. Mais le fait d'avoir été vidéo-journaliste, par contre, je le recommande à tout le monde. C'est extrêmement formateur parce que tu l'entends, la clip, tu sais qu'est-ce qui va marcher ou pas en montage, tu sais que pas besoin de t'obstiner puis de poser jusqu'à avoir la question, tu vas pouvoir contourner le problème en agissant. Donc, c'est super formateur. Mais par contre, j'avoue que pour les heures de remontage, parce qu'il y a une petite affaire qui ne marche pas, puis là, t'as le réalisateur qui t'appelle, puis comme « Ah oui, c'est super bon, fais juste changer ça. » Ça manque un peu moins, ça. Nabil, dans tes choix de sujets, tes choix éditoriaux, tu fais une place énorme à la jante féminine. Tu vas nous faire découvrir, on a parlé de Miss Me, bon, on voyait pas son visage, mais tu fais des reportages sur Lassa Dessela, entre autres. Tu vas faire un autre reportage, pour moi, qui est incroyable. Sérieux, tu me fais découvrir tout un personnage. Moi, déjà, je suis un fanatique de Casse-Noisette. Je vais avec toute ma famille, les petites nièces, puis tout. On y va à Noël. Mais tu nous parles de Dina Gilbert. Chef d'orchestre incroyable, très, très prometteuse aussi. Mais c'est formidable. On parlait d'absence de diversité à l'écran, mais cette diversité-là aussi, elle s'est incarnée par l'absence de femmes ou par le peu de femmes qui étaient invitées sur certains types de plateaux. Comme chef d'orchestre, elle, Dina Gilbert, justement, dans son entrevue, elle me disait, quand elle était jeune, elle s'imaginait jamais qu'elle serait chef d'orchestre un jour, qu'elle pourrait travailler avec Kent Nagano puis ensuite avoir elle-même son propre orchestre. Parce que dans sa tête, un chef d'orchestre, c'est un vieux monsieur blanc de 65 ans qui maniait de la baguette, puis finalement, en rencontrant différentes personnes, en rencontrant Kent Nagano, en étudiant là-dedans, elle se rend compte que non, tu peux avoir 35 ans, être une jeune femme, puis entendre aussi clairement mais t'as de l'air qu'elle a une oreille, mais... Ben oui. Puis elle est, lorsqu'elle dirige son orchestre, elle n'utilise pas juste un doigt, une main. Avec sa baguette. Elle s'implique. Ouais, elle a les 2 mains, elle corrige. Tu sais, c'est comme, tu nous fais découvrir, là. Tu sais, ça, c'est respect. Puis, le dernier reportage pour moi, là, qui est pas mal, bon, tu participes avec au Miroir, je pense bien à Culture Club. Ouais, ça, c'est cool aussi, man. Yo, t'as fait des affaires, man. Je suis vraiment choyé, c'est ça. Non, mais l'art de la marionnette.
Ça, là, tu nous as fait un reportage là-dessus, là. Sérieux, c'est ça, Nabi. Tu restes pas dans les sentiers battus. Tu me suis? Tu vas nous faire... Tu nous ramènes en enfance. Moi, en tout cas, c'est ça. Tu nous ramènes... Il y a ce côté, tu as gardé cette vivacité. Ton esprit est assez jeune. Parce que refaire découvrir les marionnettes, tu sais, comme les guignols de l'info. Tu sais, moi, je suis un peu teinté par ça, Passe-Partout à certains égards, T-Black, tu vois, je sais pas si ça s'appelait comment, je me rappelle plus. Tibrin, ma petite T-Black. Doualé, non, c'était Doualé. Doualé. Donc, j'ai compris des années plus tard le jeu de mots entre le nom de la marionnette noire. Doualé, ça m'a pris 30 ans avant de comprendre la joke. Ah ben maintenant que je viens de comprendre. Doualé. Oh, bad. Yo, t'as vu? Les échanges, ça rapporte ça, hein? Nickel. Qu'en retiens-tu de ce reportage sur l'art de la marionnette? C'est un spectacle que j'étais allé voir à la Maison de la Culture du plateau Mont-Royal qui m'avait donné envie de voir ça. Je pense que ça s'appelle l'Orchestre incroyable des hommes-objets, si je ne me trompe pas. Okay. Puis ils avaient fait un remake de Titanic avec des marionnettes, mais des marionnettes qui étaient des bouchons de liège, puis juste des accessoires. Et c'était une des choses les plus drôles et les plus délirantes que j'ai vues de ma vie. Puis à milieu du spectacle de marionnettes avec les petits castellets que tu peux imaginer, c'est dans les formes improbables des fois qu'on trouve les choses les plus surprenantes et les plus stimulantes. C'est pour ça que j'ai eu ensuite envie de faire un reportage sur le festival de marionnettes dans cette idée-là, parce qu'il y a des créateurs incroyables qui montent un spectacle, qui travaillent durant des mois, durant des années pour un spectacle qu'ils vont présenter ensuite quelques soirs à la Maison de la Culture devant 40 crinqués qui vont aller voir. Et pourtant, c'est du génie. Parce que je pense que les 40 personnes qui étaient dans la salle sont ressorties là-bas après avoir été confus durant 10 minutes à se demander mais qu'est-ce qui se passe? Tu te laisses emporter, puis après ça, tu ne peux être fier que d'avoir fait une découverte comme ça. On sent que les reportages que tu fais, il y a un intérêt certain de toi, de ton équipe, bien sûr, mais tu vis le moment. Tu sais, Oasis, là, au Palais des Congrès, on te voit, là, parce que t'es comme, you live in it, man. Tu t'abreuves, parce que t'es comme en formation tout au long, tu dois faire des recherches incroyables et tout, mais là, on te voit dans cette immersion des images projetées sur les murs au Palais des Congrès. En terminant, Nabi, tu as un job vraiment incroyable. Si tu avais toi-même à choisir l'un des musées que tout bon Montréalaise ou toute personne de la francophonie se devrait d'aller y faire un tour. McCord, le MAC, Musée des Beaux-Arts, Palais des Congrès, j'avais quasiment oublié qu'ils y faisaient des présentations, là, tu sais. Est-ce qu'il y a un endroit caché qu'on connaît pas? Il y a le Centre Phi dans le Vieux-Montréal sur Saint-Paul qui fait des choses super cool, qui laisse la place aussi à des jeunes artistes, à des artistes de la diversité aussi. Il y avait le spectacle Diaspora qui était à la Fondation Phi, qui était absolument incroyable, où il y avait des œuvres de Manuel Mathieu, tout est dans tout. Donc, ce Centre Phi fait un travail incroyable. Sinon, aussi, pour le mois de février-mars, il y a aussi Art souterrain, qui est de retour cette année, donc dans le Montréal souterrain. Montréal en lumière, là, genre, c'est-tu... Pardon? C'est-tu dans le cadre de Montréal en lumière, non? Souvent, ça arrive à peu près en même temps, mais si vous allez faire un tour Montréal, sur le site... Montréal souterrain. Exactement, il y a des stations un peu partout dans la ville où c'est possible de partir un après-midi, tu marches un peu, beau temps, mauvais temps, puis tu t'écoutes des œuvres d'art un peu partout sur le parcours, avec le masque cette année, c'est le truc qu'il faut supporter durant la visite, mais l'art est partout. Redécouvrir ces stations de métro, aller faire le tour des stations de métro puis regarder le travail des artistes. Dans chaque station, il y a au moins une œuvre qui a été faite par un artiste de l'époque, que ce soit des verrières gigantesques de mousseau, que ce soit le grand... hier, je passais au métro Place Saint-Henri, la murale Bonheur d'occasion. La beauté est partout autour de nous. Fait que profitons-en, regardons la ville différemment.
Nabi Alexandre, le mot de la fin est à toi. Si tu as une personne qui t'a marqué et tu te dois de t'adresser à cette personne dans toute ta carrière, tu choisis, hein? Monsieur Claude Rajotte, Monsieur Fimiou, Monsieur Maman, une professeure au primaire, le directeur, la directrice de Mont-Saint-Louis. La parole est à toi, tes fans t'écoutent. Écoute, le mot de la fin et les remerciements. Et si tu as une suggestion de musique pour nous, toi qui es un féru de musique, là, la parole est à toi. On t'écoute. Parfait. Ben, je rendrai hommage puis saluerai peut-être Isabelle Desjardins, de qui je m'ennuie, que j'ai très hâte de retrouver, puis que je rêverais de retrouver un jour professionnellement. Là, maintenant, elle habite du côté de la Suisse avec son beau David de Dernay. Bon, ouais. Bon, sont-tu à Lausanne, à Genève? Je ne sais plus exactement dans quelle allez, tu lui envoies un petit texto, là. Hein? Je vais lui envoyer un petit message. Puis elle est sur Instagram aussi. Là, elle a commencé à faire un nouveau blog avec Chélie Sauvé-Castanguay. Nice. Sur les mères de famille durant la pandémie. Mais non, Isabelle, ça a été vraiment... c'est quelqu'un que j'adore et que j'ai envie de lui envoyer mes salutations, un gros bisou. Okay. Tu me demandais une suggestion musicale. Dominique Fils-Aimé, peut-être, qui lance un album à la mi-février. Artiste incroyable, tellement de talent. Je l'ai vu en spectacle l'an dernier, quand on pouvait voir des spectacles. Ben là, on peut en voir en ligne, là. Il y a des trucs intéressants. De plus en plus, tu nous proposes même des spectacles qui se font en ligne. Donc, puis ça se professionnalise aussi, les spectacles en ligne. Quand c'est bien fait, ça peut être vraiment bon. Quand c'est mal fait, ça peut être dole. Mais on est en train de développer une expertise, puis ça peut être vraiment agréable, effectivement. Tes remerciements, Nabi? Ben, merci infiniment de nous avoir accueillis, de m'avoir accueilli. C'est un grand plaisir. Ah, Nabi. C'est toi qui accueilles toujours tout le monde. Il est temps qu'on t'accueille. Attends, j'espère que les gens finissent les entrevues qu'ils font avec moi aussi heureux que je finis mon entrevue avec toi aujourd'hui. C'était vraiment incroyable. Non, mais nickel, franchement, respect. Et comme on dit à la toute fin de chaque entrevue à Coconut Podcast, nos amis Innu disent « Chinash Kumitin ». Nos amis algonquins nous disent Miigwech, et nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal, hein, toi, ambassadeur de Montréal, eh bien, ils nous disent Nyawen. Puis moi, je te rajoute en Ojibwe-Cri, Wachi, du côté de Timmins. OK, hey, merci Nabi, sérieux. Respect. À bientôt, c'était un grand plaisir. Messieurs, dames, oui, nous étions avec l'enfant chéri du Québec. On le connaît depuis le tout jeune âge, depuis Musique Plus, le décompte des hits. Et il faisait ça, là, puis on le suivait jusqu'à la toute fin, puis après on allait danser avec Varda, vous vous en rappelez? Alors, messieurs, dames, nous étions avec ce journaliste incroyable de Radio-Canada. Tout est bien réparti, culture, mais également enjeux sociaux. On risque de le voir plus tard, encore plus loin. Ce n'est que le début. Nous étions avec Nabi Alexandre Chartier, et comme il se pratiquait à l'âge de 7-8 ans, de Radio-Canada. Sur ce, messieurs, dames, comme on aime bien vous dire, on se voit pour la prochaine entrevue, même poste, sur Coconut Podcast. Nyawen, merci!